dans cet avion. Je vous prends sur la chaîne lecture, genre milieu de vacances, pour vous faire un petit point sur la lecture. Voilà, je suis chez mes parents encore, j'étais censée aller dans le Gard, mais je suis restée parce que petit chat a décidé de nous faire 1 puis 2 ulcères à l'œil. Tu viens m'inquiéter? Voilà, mais il est là, je vous montre. Pichoun, ça va, oui, ça a l'air d'aller mieux. Je le ramène tout à l'heure, là, au moment où je vous parle, on est vendredi 14, je crois, 14 août. Je le ramène tout à l'heure chez le vétérinaire pour une visite de contrôle, voir si ça va mieux. Voilà, donc ça n'a pas été rigolo pour lui parce que à un moment il voyait plus rien, il avait les 2 yeux fermés.
Et pas rigolo pour nous non plus parce que les seuls moments où je le câlinais, je lui mettais de la crème dans les yeux. C'était pas très cool, hein, c'était pas très cool. Mes enfants et mon homme sont partis sur la 2e semaine de vacances, mais moi je suis restée ici pour pouvoir faire le suivi, le traitement, etc. Mais ils me rejoignent pour la dernière partie, je l'espère pouvoir partir avec eux, hein, ou sinon on emmènera notre chat. Voilà. Donc j'ai lu des choses, ce sac est rempli de choses. Il y a aussi des choses que j'ai lues sur ma Kindle. Donc on va regarder ça. Alors il y a une chose que j'ai abandonnée, vous voyez. Alors, je fais en plus parce qu'il y a une partie des livres que je vais laisser à mes parents pour qu'ils les lisent. Parce qu'il y en a certains qui étaient très bien quand même. On va commencer dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens de lecture. Désolée, vous avez mes valdingués correctement et les livres aussi. Alors déjà, j'ai commencé par lire ça, Des vies en mieux d'Anna Gavalda. J'ai lu une 60aine de pages et puis je l'ai DNF, donc abandonné, simplement parce que je m'ennuyais et j'ai trouvé que le ton de lecture, j'étais pas à l'aise, j'ai trouvé que c'était pas génial. L'histoire d'une amitié entre un garçon et une fille, ça commence, ils sont en train de faire une randonnée et lui se casse la gueule, mais vraiment très très fort. On se demande s'il n'est pas entre la vie et la mort. Et elle reste avec lui, mais sauf qu'elle sait pas quoi faire et elle se remémore leur début d'amitié, c'est son enfance où franchement c'était pas facile pour elle et où elle l'a aidé, et notamment ils se sont rencontrés autour d'une pièce de théâtre d'Alfred de Musset. On ne badine pas avec l'amour et du coup sa vie a changé, mais j'ai trouvé que c'était long à partir, donc j'ai pas eu envie. J'ai commencé avec ça, je me suis dit non, j'ai pas envie de commencer avec ça, donc je vais le laisser dans la boîte à livres de mes parents parce que je pense pas qu'ils aient envie de le lire. Ensuite j'ai lu Le bal des cendres de Gilles Paris. Ah faut que j'aille chercher mes notes, je reviens. Donc je l'ai lu dans le cadre du feuilleton de l'été, je sais plus la catégorie. Ah zut, je l'ai plus. Famille, amitié, je sais plus trop quoi. Voilà, c'était très bien. Ça m'a beaucoup plu. Donc, c'est un portrait. C'est une galerie de portraits autour de l'île du Stromboli en Sicile, dans les îles d'Ipari, qui est un lieu que je connais et dans lequel j'avais très envie de retourner parce que moi j'y suis allée avant le tsunami là, de 2002. J'y suis allée en 92, quelque chose comme ça, avec mes parents, et donc j'ai eu la chance de pouvoir monter tout en haut. C'était pas facile, mais je suis montée tout en haut et j'ai dormi à la Belle Étoile avec mes parents en regardant les éruptions volcaniques. Bon, c'était très aride et je garde un souvenir très agréable, très touchant de cette balade, mais en même temps difficile, vous voyez. C'était vraiment une terre un peu aride. Et ce roman, c'est vraiment un roman dont le principal personnage, c'est l'île. C'est vraiment l'île, le bal des cendres, c'est ça. Mais autour de ça, bien entendu, c'est un roman choral avec plein de personnages. Je peux vous dire parce que rapidement, le personnage principal, c'est surtout une jeune fille qui s'appelle Julia, qui a le même prénom que sa mère et dont le père Guillaume ne lui a jamais rien dit sur sa mère. Et elle pense que sa mère est morte en couche quand elle a accouché d'elle. Guillaume, il s'occupe avec Matteo de l'hôtel Strongil. Guillaume et Matteo sont des vétérans de la guerre et ils ont fait d'autres choses aussi, pas très nettes. Et il a du mal à s'en remettre, quoi. Donc sa femme, il a perdu sa femme et on sent que rien ne va plus depuis. Donc il est aidé de Matteo et de, comment est-ce qu'elle s'appelle, Pipa, qui est une personne qui s'occupe de l'hôtel aussi. Donc Pipa et Matteo sont vraiment les deux soutiens de Giulia, qui a grandi, et voilà, aujourd'hui je crois qu'elle a 16 ans, quelque chose comme ça. Après, dans l'île, il y a aussi Lior. Lior qui a vécu quelque chose de très fort avec ses parents quand il était sur l'île. D'ailleurs, je crois, il habitait près du Strongil, dans une maison. Sa mère a failli y rester. Il semblerait qu'il l'ait ressuscité. J'en dis pas plus.
Ensuite, on a aussi des personnages. Alors, après, on a des personnages qui sont des touristes et qui viennent dans l'hôtel Strandhill. On a Sevda et Anton qui sont turcs. Sevda, c'est une femme mariée qui est très amoureuse de son mari. Mais son mari la trompe ouvertement, elle le sait. Mais il y a quand même un amour profond entre deux. Il y a Ethel, qui est une femme qui voyage avec son frère Sébastien, qui a été, comment dire, interné de force par ses parents et qui renaît de ses cendres, c'est le cas de le dire. Hein. Donc elle essaie de le reconstruire, etc., en l'emmenant en voyage au Stromboli. Donc son frère, c'est Sébastien. Ensuite, on a la comtesse Elena di Marzo, qui est une personne âgée qui a perdu son mari, qui est veuve depuis très longtemps. Et voilà, c'est un personnage qui a l'air de rien au départ, mais qui est un personnage finalement assez important. On a aussi Tom, le jeune Tom, qui doit avoir 13 ans, quelque chose comme ça, qui vit avec son frère, sa sœur et ses parents. Ils sont en voyage. Et en fait, Tom, on se rend vite compte qu'il voit quelqu'un, il voit un jeune garçon, et ses frères aussi le voient, ses frères et sœurs, qui s'appelle Gris, et on ne sait pas trop qui il est, on va le comprendre petit à petit. Et ensuite, on a Abigail. Ah oui, Abigail, c'est une jeune américaine très belle. D'ailleurs, Guillaume, le gérant de l'hôtel, va être totalement charmé par elle. Le truc, c'est qu'Abigail, elle attend qu'elle sort avec un certain Ethan qui lui est marié et qui la rejoint de temps en temps, voilà, pour profiter de la vie, hein. Et puis là cette fois-ci il va la rejoindre, mais ça va pas se passer comme prévu. Et puis il y a aussi Gaetano, qui est un guide saisonnier qui est comme un fils pour Guillaume, et qui est un peu amoureux de Julia, mais Julia, ça n'intéresse pas plus que ça. Vous voyez, donc on a vraiment une galerie de personnages. J'ai bien aimé, à travers tous ces personnages, voir un peu pourquoi ils étaient là, ce qui faisait qu'ils restaient. Et là, je vous lis quelques passages que j'ai cochés, parce que voilà, je vous ai pas dit l'histoire. Bon, c'est une galerie de portraits. Il va y avoir un truc qui va se passer, c'est-à-dire qu'à un moment, ils vont faire l'ascension du Stromboli. Certains touristes accompagnés de Gaetano, qui est le guide, etc., vont faire cette ascension, et d'autres personnes qui sont de l'île vont les accompagner. Il va se passer un truc, et ensuite, c'est construit comme ça. On présente les personnages, on a cette ascension, puis les suites de cette ascension. Voilà, la construction du livre est assez sobre. Ce qui est intéressant, c'est, pour moi notamment, c'est ce qui est dit de l'île. Et par exemple, là, elle parle, c'est donc la vieille personne, comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle la comtesse Elena di Marzo. Elle parle de quand son mari était mort. Elle dit, moi j'ai toujours apprécié ce lieu, j'ai escaladé le volcan avec Enzo, donc son mari, lorsque nous étions jeunes mariés. Nous avons dormi au sommet, les yeux dans les étoiles. C'est interdit aujourd'hui, et cette incroyable descente dans un tourbillon de poussière ébène, tandis que les cailloux trébuchent sur la pente tout autour de nous. Je n'oublierai jamais. Et du coup, moi non plus. Je comprends. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Sur l'île, je peux vous donner quelques... Donc là, j'ai noté, quand je mets des petits trucs comme ça, c'est parce que là, il y a une référence qui m'intéresse. Donc, Ethel, c'est la femme qui est avec son frère. La jeune femme qui est avec son frère et qui essaie de se rapprocher de lui et de passer du temps avec lui. Elle parle d'un livre, c'est un poète espagnol qui a écrit Tabaré, et c'est Juan Zorrilla de San Martin. Un long poème en 10 chants publié à la fin du 19e siècle, considéré comme un des grands chefs-d'œuvre de la littérature espagnole. Je ne connais pas, donc j'ai noté parce que j'irai voir. Toujours intéressant, hein. Lire, ça donne envie de lire. Alors, est-ce que vous saviez que le Stromboli, les Siciliens l'appellent le Strugnoli? Mais ils disent aussi idou, ce qui veut dire lui en italien. Je trouve ça intéressant. Ils l'ont personnifié depuis longtemps et ils vivent avec lui. Et donc en 2019... Oui, c'est ça. Donc moi, je suis venue... Ah oui, non. Donc il y a eu quelque chose en 2002.
Ouais, c'est ça, 2002. Et après, en 2019, il y a eu 2 fortes explosions sur le versant centre-sud du cratère. Elles ont été précédées de coulées de lave projetant un nuage de fumée de 2 km de haut. Bref. Ouais, c'est ça, c'était en 2002. Une éruption conséquente. 2 millions de mètres cubes de roches se sont écroulés dans la mer, provoquant un tsunami qui a laissé d'importants dégâts matériels dans l'île. Je trouvais ça intéressant de reprendre l'histoire de cette île qui me passionne, j'avoue. Et ensuite, pourquoi est-ce que ça s'appelle le bal des cendres? Là, j'ai trouvé le pourquoi, donc j'ai surligné. C'est Thomas qui parle. Thomas, c'est... Ah oui, Thomas, je vous en ai pas parlé. Thomas, c'est un ami de Julia qui... il est photographe. Et il a perdu Emilio quand il était sur l'île. Il est homosexuel et il avait une relation amoureuse avec un jeune homme qui l'a quitté. Il n'a jamais vu son corps, mais ce jeune homme est parti, donc il le cherche un petit peu partout, donc il revient souvent. Et il est devenu ami avec Julia. Et donc il dit à ce moment-là, la nuit est tombée peu à peu, le soleil s'est enfui. On aperçoit partout les lumières d'un autre groupe nous précédant comme de petites flamèches dansant dans l'obscurité, loupiotes éphémères qui s'en vont dansantes jusqu'au bal des cendres, là-haut, au sommet de la bête. Donc le bal des cendres, c'est tout en haut. D'ailleurs, ils en parlent encore quand ils montent. Et donc les cendres, on dit téphras en grec. C'est ainsi qu'on appelle les particules produites par l'éclatement de la lave pendant l'éruption d'un volcan. Voilà. Donc, je vous le conseille. Je vais le prêter à mon père qui a envie de le lire. Et je trouve ça très intéressant, ça m'a beaucoup plu. Même si en soi, l'histoire, puis la fin de l'histoire, moyen. Mais en fait, ce qui m'a passionné, c'est l'île. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que j'ai mis 16. C'était vraiment bien. Ça, c'est un livre que mon père me prête. Parce que je n'ai jamais lu Fred Vargas. Et il me prête celui-ci. Je vous le montre. Donc, celui-là, je vais l'emmener. C'est L'homme à l'envers. Ah, bah d'ailleurs, c'est nous qui lui avions offert. Je vois un message de mon père et ma mère. Il nous avait aidé pour l'appartement, je pense. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai lu quoi d'autre? J'ai lu Le marin rejeté par la mer. Donc, j'ai relu Le marin rejeté par la mer de Yukio Mishima. Et j'étais très contente de le relire parce que j'avais totalement oublié ce trio. Donc, ça commence avec une histoire dans le premier chapitre, on rencontre Noboru, qui est un jeune garçon qui est toutes les nuits enfermé dans sa chambre par sa mère qui est veuve. Et alors, il aime pas, mais quelque part, ça le rassure. Et surtout, le coquin, il fait un truc qui est pas bien. Il regarde par un petit trou dans le mur derrière sa commode, dans la chambre de sa maman, qui est une très belle femme. Et donc, il découvre la nudité de sa mère, etc. Et un soir, il voit que elle a rencontré un marin qui revenait d'un de ses périples en mer. Et elle l'invite, alors plusieurs fois, elle l'a rencontré avant, mais un soir, il va voir les ébats de ce comment il s'appelle, Tsukazaki, Ryuji Tsukazaki, et de sa mère qui s'appelle Fusako. Et il va découvrir ça. Il a 13 ans, quelque chose comme ça, je dirais. Donc c'est quand même un peu étrange. Il est pas mal, le personnage de l'enfant. Bon, il a une certaine naïveté. Il a un truc qui est embêtant, c'est qu'il est accompagné d'un groupe de gamins qui s'appelle genre le chef, le second, le troisième, etc. Et lui, il a qu'une envie, c'est d'être intégré dans ce groupe. Et en fait, ils font n'importe quoi. D'ailleurs, il y a une scène d'éviscération de chat. C'était vraiment pas rigolo. Donc, je sais que certains d'entre vous n'aiment pas. Elle est longue. Elle est vraiment pas cool, cette scène. Mais on voit à quel point il y a une violence dans ce groupe de jeunes qui... on est dans les années 60, quelque chose comme ça. Et ils sont dans un petit village en bord de mer et ils s'ennuient terrible et ils font vraiment des grosses bêtises. Et puis voilà, donc en parallèle, on a la mère donc de Noboru, donc Fusako, qui effectivement se laisse aller à l'amour avec ce Tsukazaki. Et puis en parallèle, on a effectivement ce marin qui
nous raconte ce qu'il aime et ce qu'il aime plus de la mère, son envie de se poser, de peut-être avoir une vie de famille. On voit en fait tout avec Mishima, on ressent toutes les émotions des personnages, ou du moins on les effleure, vous voyez, sans vraiment trop en dire. Et il a cette façon de faire, de vous amener des choses assez tragiques et dramatiques sans que vous les voyez arriver, et du coup c'est extrêmement violent. C'est un livre qui a l'air tout léger, estival, etc. Mais ça cache des horreurs. Voilà. C'est une histoire, c'est un drame, hein, vraiment, c'est une histoire dramatique que j'ai beaucoup aimée. Il y a des choses que j'ai cochées, notamment sur la mère. Par exemple, donc on est dans le, à chaque fois c'est un roman choral, on va dire, et on est dans la tête de chaque personnage. Et donc là on est avec Ryuji qui parle de la mère. Par exemple, il dit toutefois, plus il réfléchissait, plus il lui semblait évident que pour qu'il parvînt à la gloire, le monde devrait s'écrouler. Le renversement du monde et la gloire, ces deux choses ne faisaient qu'un. Il soupirait après un orage, mais la vie à bord ne lui apprenait que la régularité des lois naturelles et la stabilité d'un monde mouvant. C'est très bien dit. Il se mit à examiner ses espoirs et ses rêves, les uns après les autres, et à les effacer un à un comme un marin raye les jours sur le calendrier de sa cabine. Parfois, au cours de son quart de nuit, il sentait sa gloire surgir des ténèbres profondes et sa silhouette héroïque projetée par la lueur des myriades de noctiluques sur la falaise du monde des hommes. Je trouve ça splendide. C'est très très bien écrit. C'est une plume incroyable, Mishima. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, donc dans le groupe de jeunes, il y a le chef. Le chef, il est horrible. Donc alors, faut savoir que ce sont des gamins qui se font la plupart du temps tabasser par leurs parents. Hein, donc, et leurs parents sont souvent alcooliques, etc. Donc c'est vraiment pas facile. Donc ils ont une violence intrinsèque en eux. Et quand le chef il parle des pères, je vais vous dire un peu pour que vous vous rendiez compte un peu de la violence. Et avez-vous jamais regardé les yeux d'un père dans un moment comme celui-là? Les pères se méfient de tout ce qui a un caractère créateur. Ils rapetissent tout dans le monde. Les pères sont des machines à cacher la réalité, des organes qui servent des mensonges aux enfants. Et ce qui est pis, ils se figurent au fond d'eux qu'ils détiennent la vérité. Les pères sont les mouches du monde. Ils sont aux aguets autour de nous, et quand ils aperçoivent quelque chose qui se pourrit en nous, ils s'y précipitent. Des mouches dégoûtantes qui font courir dans le monde le bruit qu'ils sont liés à nos mères. Il n'est rien qu'il ne puisse faire pour gâter notre liberté et nos capacités, rien qu'il ne fasse pour protéger les villes malpropres qu'ils se sont construites. Voilà, donc ça on est dans la tête du chef du clan de jeunes là, et ça présage des choses vraiment pas cool. Vous le comprendrez si vous le lisez, et je vous invite à le lire si vous avez le cœur bien attaché. Voilà. Sinon, j'ai lu pas mal de... Ah oui non, en roman aussi, j'ai lu ça. Que je vais aussi laisser à ma mère, c'est ma mère qui est intéressée. Donc c'est Violette Nozière, icône et criminelle de Jérôme Leroy. Donc c'est une enquête faite des années et des années plus tard, mais pas qu'une enquête, c'est aussi une analyse d'une société à un moment T, parce que le crime de Violette Nozière, cette jeune femme d'une vingtaine d'années, qui en fait a été le cristallisateur, ouais, d'une génération, et notamment d'une génération de femmes de cette époque. J'ai trouvé ça assez hallucinant. C'était très intéressant, ça dépasse la simple enquête. J'ai pris des petites notes, je crois. Je ne crois pas, si. Donc déjà, c'est un livre qui m'a été offert par mon beau-père il y a pas longtemps pour mon anniversaire. Et donc, je le remercie, mais je pense pas qu'il passe par là. Mais je vais le remercier la prochaine fois, j'en parlerai. On est en août 1933, donc c'était parfait. C'était le bon moment pour le lire. Elle est accusée, Violette Nozière, de parricide et de tentative de meurtre sur sa mère. On est à Paris, on est dans le quartier latin de Paris, et Violette Nozière est un peu... Alors, elle vit avec ses parents dans un, je sais pas, 25 ou 30 mètres carrés. Elle se prostitue pour essayer de sortir de ce monde, pour gagner de l'argent, voir d'autres choses. Elle frotte avec tout le quartier latin, c'est-à-dire qu'on la connaît. Elle est dans le quartier, elle rentre à pas d'heure, etc. On sent que quand elle rentre chez elle, ça ne doit pas se passer bien. Surtout que son père abuse d'elle. En tout cas, c'est ce qu'elle dira
elle va en fait revenir un soir chez elle et en fait elle va appeler la police parce que elle dit il y a une fuite de gaz et puis son père est retrouvé mort et sa mère est ramenée d'urgence à l'hôpital et elle s'en sort, sa mère. Mais donc du coup on va tout mettre sur son dos et elle va partir en fait en vadrouille et on va avoir du mal à la retrouver. Elle va essayer de s'effacer et la presse va se faire un plaisir malsain à dresser un portrait, notamment la presse de droite, qui va en faire l'icône criminelle parfaite en disant que c'est la perversion de la jeunesse, etc. De l'autre côté, il y a aussi la presse, notamment avec Roger Vaillant, qui était journaliste à Paris Soir en 1933, avant d'être l'écrivain qu'il était. Et lui, il va en profiter de cette affaire pour faire le portrait de femmes de son époque. C'est très intéressant. Et donc, il va faire le portrait de 3 femmes parisiennes qui ont connu Violette. Et elles vont vite dire qu'elles ne la considèrent pas du tout comme un monstre, mais comme un fruit d'un milieu. Parce qu'effectivement, c'est bien le sujet. Elle est en cavale. Elle va donc se faire attraper assez rapidement. Et elle va dénoncer l'inceste qu'elle a subi. Donc, elle a certainement tué son père. Et sa mère, en fait, elle lui avait dit, elle va dire qu'elle avait prévenu sa mère, mais que sa mère ne l'a jamais cru. Et voilà. Il y a aussi Aragon, qui est donc à l'Humanité, qui va couvrir l'affaire. Donc il y a quand même des grands noms qui vont couvrir cette affaire, et lui, il va dénoncer la police de classe. Donc c'est quand même... Oui, c'est vrai, c'est un cristallisateur. Et puis, il y a les poètes surréalistes aussi. Et il y a aussi Céline qui va faire un article dans la revue anarchiste sous le pseudo de Bardami. Il va attaquer la presse voyeuriste et la famille. D'ailleurs, je vais vous citer un passage parce que c'était extrêmement bien écrit. Donc, il prend pas son pseudo. D'ailleurs, vous voyez, j'ai surligné parce que je trouvais ça super intéressant. Et il dit, comme c'est avantageux, un beau crime, ça économise le cinéma, un yo-yo cérébral à synchron, mieux que le billard russe, de quoi meubler sa connerie congénitale, de quoi causer, débagouliner, débloquer, prendre des attitudes. Violette a fait surgir des milliers de braves gens par contraste. Oui, tous des pervers refoulés ou des canailles virtuels. L'argent est le grand protagoniste caché de ce drame. Voilà. Et donc Violette, bah, c'est une icône. C'est une icône malgré elle. Elle va résumer... voilà. Elle résume en fait à travers elle l'horreur d'une époque dont elle est la victime flamboyante. Alors là je cite quand je dis ça. Le truc c'est qu'elle va être condamnée à mort. Elle va être condamnée à mort. Bon, c'est une enquête donc je vous invite à la découvrir. Mais en même temps que sa condamnation à mort, sa condamnation à mort va être passée un peu sous silence parce que il y a un attentat politique en 1934, il y a le Front populaire, etc. Ça passe inaperçu dans la presse. Et, de façon très étonnante, pendant son jugement, il n'y a que des hommes sur les bancs des jurés, des juges, des avocats. Excepté dans l'auditoire, il y a Colette, qui ne va pas prendre parti pour Violette Nozière. Elle va pas faire d'ailleurs une bonne presse, j'étais assez étonnée, mais pas trop, parce que moi j'ai du mal avec Colette. Et donc j'avoue que c'est un peu... Et ça m'a un peu... Alors, je me trompe certainement, j'avoue que les adeptes de Colette vont certainement dire « Mais non, voyons, gna. » Et moi, j'ai beaucoup de mal avec sa plume. Elle représente beaucoup de choses. Mais là, vous voyez, son attitude dans cette affaire-là, enfin, dans ce qu'elle en a pensé quand elle en parle, j'ai pas aimé à la fin. Vous lirez à la fin ce qu'il en dit, Jérôme Leroy, si vous le lisez. Je vous invite d'ailleurs, il est sorti en début d'année, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est sorti en 2026, mais je ne sais pas précisément quand. Attendez, je vais vous dire. En juin. Donc, je vous invite à le découvrir parce que c'était vraiment très passionnant parce que, outre l'enquête, c'est vraiment un portrait d'une société de l'époque. Et voilà. Mais je ne vous dis pas la fin de la vie de Violette, si elle va mourir, etc. Je vous laisse le découvrir. Lisez-le, vous connaissez peut-être cette histoire. Mais c'est vrai que autant les artistes que les écrivains se sont battus pour que la justice ne soit pas celle qu'elle a été finalement. Ils n'ont pas réussi, mais ça a cristallisé
toute une société à un certain moment, notamment une société parisienne, à un certain moment de l'histoire. Très intéressant. Alors après, en graphique, j'ai lu, alors j'en avais emmené que 2 en papier, donc j'ai lu le tome 5 d'Insomniac de Makoto Ojiro chez Soleil Manga. Trop mignon, la fin de celui-ci, trop mignon, c'est une histoire d'amour. Hein. Et j'ai lu le tome 2 de Welcome Back Alice de Shuzo Oshimi chez Pika Édition. J'ai un peu le même sentiment, c'est-à-dire que ça effleure des choses, c'est un peu bancal. C'est l'histoire en fait, c'est l'histoire de ces 3 personnages-là, qui sont amis depuis l'enfance. Et lui, à un moment, il disparaît et il revient en fille. Il décide de changer de genre. Elle est amoureuse de lui. Lui est amoureux d'elle. Et le fait que lui change de genre, c'est le bazar dans le trio. Et donc, il y a des petites choses qui se passent. J'hésite. Ce que je vais faire peut-être, c'est que je vais pas le garder. Je vais peut-être les mettre sur ma Kindle parce que ce sera moins cher que de les acheter parce que j'aime moins. Et sur ma Kindle, je vous les mets ici ou ici. J'ai lu les tomes 4, 5, 6 de Happiness, du même auteur, Shuzo Oshimi. Et Happiness, c'est une histoire de vampire. Et là, j'apprécie beaucoup plus. Les dessins sont splendides. Peut-être que j'essaierai de vous mettre quelques images. Les dessins sont vraiment splendides, quoi. Donc, c'est un petit bijou de manga. C'est très sombre, hein. C'est très très sombre. Mais ça me plaît bien. La construction du récit aussi est chouette. Il y a un moment, il y a une coupure dans le temps et on passe 10-15 ans après. Donc, il prend des risques et j'aime bien. Je préfère franchement à ça. Voilà. C'est pareil, c'est lui, je crois, qui avait fait Les Fleurs du Mal. Et Les Fleurs du Mal, j'ai pas aimé. On est un peu dans le même genre, un peu malaisant, hyper sexualisé, que j'aime pas trop. J'aime pas trop ça en manga. Dans Happiness, il y a un peu, mais moins. Je préfère. On est plus dans les personnages, je sais pas. Un peu plus adulte, je pense, aussi. Voilà pour ce que j'ai lu. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Alors, je suis en train de lire ça, Jean de Florette de Marcel Pagnol. J'ai lu 80 pages et j'aime beaucoup. C'est une petite pépite. Je note plein de trucs. Je sais pas si vous allez voir, mais je surligne plein de choses. Ça me plaît beaucoup, je me régale. Alors ça, je l'ai commencé à un moment, mais c'est pas extraordinaire. Je vais le piocher dedans. C'est une galerie de portraits accompagnée de photos. Donc les photos sont faites par Astrid Dicro Lalanza et les textes par Frédéric Degelt. Et donc on va parler de la beauté. Et en fait, par le biais d'interviews, d'entretiens et de photos, on va mettre les personnages un peu les désaxés, j'allais dire, de la société en images pour les montrer dans leur beauté, parce que l'idée c'est de montrer que tout le monde a une beauté peut-être cachée et que la photo et le texte vont révéler. Donc voilà, c'est plutôt sympa, mais c'est pas extraordinaire. C'est vraiment des petits portraits. Vous voyez, en fait, je vous montre par exemple dans ceux que j'ai lus. Là, par exemple, on a Camille. Alors c'est cette personne qui est là en photo. Ici, là. Camille Agop, qui est chef opérateur. Et en fait, qui a un handicap caché. Et qui va faire une séance photo très intime. Voilà. Et donc, il envoie aussi une lettre qui est retranscrite ici. On sent qu'il y a eu des rencontres, en fait, entre écrivain, photographe et l'artiste ou la personne photographiée. Donc, on sent que c'est quelque chose qui a voulu être fait avec beaucoup de bienveillance. Mais je trouve que ça explore pas assez le concept. C'est pas... Parce qu'il est noté que c'est un essai. Pour moi, c'est pas un essai. C'est pas ça. Mais bon, donc je suis un peu déçue. On verra si je le termine. Et sinon, sur ma Kindle, je suis toujours en train de lire Le Trône de Fer, l'intégrale 3. C'est très long. Mais là, je l'ai mis un peu en pause parce que j'ai commencé à lire Un été prodigue de Barbara Kingsolver. Donc, ce portrait de 3 femmes, dont je vous en parlerai un peu plus tard. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. On est dans les Appalaches. On est avec des femmes qui protègent et qui aiment et qui voilà, qui ont des choix de vie un peu particuliers, qui sont vraiment proches de la nature.
Et voilà, donc c'est vraiment un récit écologique, un récit nature writing qui est très chouette. On parle des papillons, on parle des oiseaux, etc. Donc ceux qui aiment le nature writing, c'est vraiment super. Moi, j'aime bien ça. Donc ça passe bien. Je dis pas que c'est extraordinaire pour le moment, mais ça passe bien. Je vous en parlerai. Donc j'ai lu 20%, quelque chose comme ça. C'est un roman assez long que je devais lire depuis très longtemps. Donc je le lis enfin. Et je le lis sur ma Kindle. Voilà, il y a un livre de ma Kindle. Non, il y a 2 livres que j'ai pas encore lus. Le tome 7 d'Happiness que je vais lire certainement prochainement. Et celui que j'ai pas lu, que j'ai mis sur ma Kindle, c'est People We Meet in Vacation, que je vais lire après Un été prodigue, je pense. Voilà. On a fait le petit point. Donc je vais vous laisser là. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis voilà, donc je vous dis je sais pas quand, parce que je ne sais pas trop quand je vais revenir vous faire cette petite vidéo. Petit point, peut-être à la fin des vacances, je prendrai le temps de vous faire un petit point sur mes dernières lectures avant de reprendre un rythme de vlog de semaine, je pense. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye.